Est-ce que vous pouvez me donner votre état civil, me dire comment vous vous appelez, quand vous êtes né et où vous êtes né? Bien. Je m'appelle Shlomo Selinger, né en Pologne, dans la ville de Charkowa, en 31 mai 1928. Cette ville était située pas loin d'Auschwitz, pas loin de Katowice, et à l'époque c'était pas loin de la frontière allemande. Quelle était l'origine familiale de vos parents? Mes parents, ils étaient nés, mon père est né en Pologne, en Charkowa, tandis que ma mère est née en Pologne, mais à Mierów, une ville un peu plus au milieu de la Pologne. Ça veut dire que avant la Première Guerre mondiale, ma ville natale, il appartenait à l'Empire austro-hongrois, tandis que les lieux de naissance où a vécu ma mère, il appartenait à l'Empire russe. Et après la Première Guerre mondiale, la Pologne a retrouvé l'indépendance, donc c'était la Pologne. Et ma famille de Charkowa était très intégrée dans la vie du pays. Mon arrière-grand-père, il fabriquait de la vodka, et il y avait les licences de Kaiser d'ailleurs, et il avait, je crois, 15 enfants. Et pendant la guerre, il a reçu l'ordre de Kaiser parce que 10 de ses enfants étaient mobilisés. Voilà. Et puis après, mon grand-père était l'aîné, et il était maire de la ville de Charkowa pendant une courte période, mais quand même il était. Ça veut dire, je vous dis ça pour vous montrer notre attachement à notre vie en Pologne. Tout en oui, il y avait l'antisémitisme dans cette région, et surtout la région où était dominée par l'empire austro-hongrois. L'antisémitisme n'était pas très virulent, parce que cet empire, elle était composé de plusieurs nationalités. C'était pas une nation unique et qui demandait de tout le monde d'être de cette nation. Et je crois que c'est une des causes que l'antisémitisme n'était pas le pire dans l'Europe centrale. Et que faisait votre père comme métier? Mon père, il avait une affaire à Katowice des textiles. Il vendait des textiles en gros. Et c'est un homme très instruit dans les études juives et aussi des études générales, parce que, je me rappelle, chez nous, il y avait une très grande bibliothèque, aussi bien des livres sacrés que surtout la philosophie allemande et la littérature allemande et polonaise aussi. Vous avez des frères et sœurs? J'avais deux sœurs.
ma sœur aînée, Sarah, elle a survécu. Et tandis que ma petite sœur Rose Rougeam, elle était déportée avec ma mère, mais beaucoup plus tard, pas avec nous. Et quand la guerre a commencé, j'avais 11 ans. Et pour nous éloigner du commencement de la guerre, j'étais chez ma grand-mère à Miechov, un peu plus loin de la frontière. Et la première fois quand j'ai vu les Allemands qui arrivaient, c'était le mois de septembre, et la guerre a commencé, 1939. J'étais chez un paysan et j'ai vu des Allemands arriver avec leurs motos à la campagne, ils passaient. Je n'ai pas réalisé que ce sont des soldats allemands. Je pensais que ce sont des soldats polonais, mais quand même, leur uniforme était un peu différent. Et un peu après, tout de suite, les Allemands avançaient et leurs blindés se sont rassemblés sur la place du marché. Et quand ils sont partis vers Varsovie, parce que c'était la route entre Cracovie et Varsovie, c'était la fête Rosh Hashanah juif, puisque déjà on ne pouvait plus rentrer dans la synagogue. Les Juifs se sont rassemblés un peu dans différents endroits pour faire la prière du Nouvel An. Mon père et moi, nous étions dans un lieu de prière. Et les Allemands ont fait irruption, ils ont sorti tout le monde. En partie des hommes, ils leur donnaient des balais pour qu'ils nettoient la place des marchés après que les blindés sont partis vers Varsovie. Une partie des gens, ils ont donné des pelles, ils l'ont mis hors de la ville, qu'ils ont creusé leur tombe et ils l'ont massacré. Et une partie, ils se sont amusés dans les rues en arrachant les barbes, en les humiliant, à la grande joie d'une certaine catégorie de la population polonaise. Si vous voulez bien, je voudrais juste revenir un petit peu avant la guerre, juste pour savoir, vous avez dit que votre père avait donc une grande bibliothèque de livres, notamment religieux. Donc oui. Vous avez été élevé dans une atmosphère religieuse, vous avez eu une éducation religieuse ? Oui, j'avais une éducation religieuse, mais pas très orthodoxe. Comme tous les enfants juifs, à 3 ans, on nous a coupé les cheveux et on nous a mis dans une école juive. Et là, on commençait à apprendre l'alphabet hébraïque. À 4 ans, on lisait. Et un peu après, on commençait à apprendre la Bible, c'est-à-dire en lisant la Bible et en même temps en traduisant en yiddish tous les phrases ou tous les mots. Et pour moi, c'était très difficile parce qu'à la maison, nous parlions polonais et pas yiddish. Alors, pour moi, personnellement, c'était très dur parce que je devais parler des langues que je ne comprenais pas. Et un grand désespoir de mon père, j'étais un mauvais élève. Et vos parents parlaient yiddish, eux ? Non, polonais. Polonais.
Il parlait polonais et aussi yiddish. Il parlait les deux. Mais pour les enfants, il s'adressait en polonais, comme ça. Et je crois que c'était dans notre région, c'était au Cracovie aussi, et on parlait plutôt polonais, mais aussi yiddish. C'était les deux. À la synagogue, il parlait yiddish. Voilà. Donc vous avez souvenir que ça vous posait des... Oui, je voudrais revenir vers les études de l'école juive. Jusque en Pologne, on commence à aller à l'école communale vers 7 ans, à l'époque, de toute façon. Moi, j'étais déjà dans le Talmud. Et puis, quand je commençais à aller à l'école générale, dans l'école juive, j'étais à l'université, j'apprenais les lois, tandis qu'à l'école polonaise, je commençais par A, B, C, avec toutes mes amis de classe et de mon âge. Nous avons vécu dans une ville pas spécialement juive, pas uniquement juive, la majorité n'en était pas. Et dans la cour, nous jouons avec les enfants, pas spécialement juifs. Mais je me rappelle quand même que quand il y avait une différence, on se bagarrait comme on se bagarre entre les enfants. Tout de suite, toi, tu es juif, tu as tué notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je venais à la maison, je demandais à mes parents qu'est-ce que ça veut dire. Je tuais, je disais non, c'était loin. Et puis d'ailleurs, c'était pas les Juifs qui l'ont tué, c'était les Romains. Mais de toute façon, c'était un Juif quand même. Quelque part, je commençais avec un sentiment de culpabilité. On se bat pas, on m'accuse pas, et on me bat pas parce que j'ai rien fait. Probablement quelque part tué le Christ. Et vous étiez tout jeune, tout enfant. Tout enfant. 5-6 ans, 4-5-6 ans. C'était... Mais la Pologne était très religieux. Les études religieuses étaient... tu parles catholique. Était quand même comme à l'époque qu'on enseignait les Juifs qui ont tué le Christ, et avec tout cet enseignement de haine contre les Juifs. Donc, mais bon, c'est les épisodes que vous avez, mais à part ça, pour vous, vous n'avez pas vécu d'antisémitisme flagrant? Non. Dans l'école, avant la guerre? À l'école, nous étions comme tous les enfants, sauf que les enfants juifs avaient la possibilité de ne pas aller à l'école le samedi, mais nous devions demander des enfants non juifs de nous donner les devoirs qui étaient donnés pour lundi. Et ça, c'est sans histoire. Nous avions des amis qui nous ont donné des devoirs, je crois, à tout le monde chez nous. Ça ne posait aucun problème. J'aurais aussi une autre question. Est-ce que
Enfin, quelle était la sensibilité politique de votre père, de vos parents? Est-ce que vous le savez ou est-ce qu'il ne parlait pas du tout Je crois de que mon politique? père, il était sioniste. Et je crois qu'il a introduit, lui, les premières, les mouvements sionistes dans notre ville. Il était à l'origine, ça veut dire il est venu de Cracovie, et il était à l'origine de cette mouvance qui comprenait, qui pensait qu'il n'y a plus d'avenir pour les Juifs en Pologne, avec l'antisémitisme qui de plus en plus devenait virulent en approche de la guerre. Donc, il y avait des lois anti-juives qui commençaient à s'introduire dans les lois polonaises. Je crois que c'était à la mort du premier président, du premier chef d'État qui était Piłsudski, qui tout de suite après, l'extrême droite a pris le dessus. Donc votre père avait déjà conscience d'un danger oui, je pensais, oui, c'est ça, c'est à cause de ça que les mouvements sionistes politiques qui pensaient d'une certaine manière plus loin s'il y a une possibilité d'émigrer vers la Palestine et créer une foyer juif. Donc, il avait une activité militante. En quoi ça consistait? Il rassemblait des... Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas, parce que mon père, tous les jours, très tôt, il prenait le train et à Katowice, et il revenait le soir. Alors, je ne peux pas vous dire s'il continuait à être très, très actif comme militant. Donc on arrive donc au début de la guerre, au moment où, le souvenir que vous nous avez raconté. Donc vous êtes à la campagne au moment de la guerre. Je suis à la campagne et puis chez un paysan qui sont des amis de ma grand-mère ou de mon oncle plutôt. Et là, j'ai resté quelques temps. Et ensuite, quand la Pologne était déjà tout occupée, et mes parents sont retournés dans notre ville natale, et moi aussi. Mais doucement, on commençait à instaurer des lois anti-juifs. Les juifs n'avaient plus le droit de sortir que 2 heures par jour. Et puis commençaient les travaux forcés. Chaque jour, les Juifs devaient exécuter de plusieurs manières des travaux forcés. Si les routes étaient enneigées, on commençait à travailler. Et moi aussi, j'ai commencé à 11 ans. À 11 ans, à 12 ans, de faire partie des travaux forcés. C'est-à-dire, comment ça se passait? Vous avez été enrôlé avec votre père ou non, chacun autrement. On devait donner un quota de gens la communauté juive devait donner tant de gens pour travailler. Plus tard, quand il était venu, j'ai travaillé comme 12 ans comme apprenti peintre des baraquements qu'on a construits là, parce que nous, tout de suite, notre région était annexée comme ici, par exemple, l'Alsace-Lorraine, et c'est devenu l'Allemagne.
Et alors, je saute d'un endroit à l'autre. Alors, nous devions travailler. Je travaillais comme apprenti peintre dans les baraquements qu'on a construits tout de suite. Et chez nous, parce que la région était une région industrielle, il y avait des mines, il y avait des usines. Et on a amené là des Italiens, probablement antifascistes, et qui étaient là pour travailler, mais ils étaient pas dans les camps gardés, c'était des gens qui pouvaient circuler. C'est comme des travailleurs étrangers après qui ont amené plein de toute l'Europe pour remplacer les soldats qui ont enrôlé, des Allemands qui ont enrôlé dans l'armée. Et ensuite, quelques temps après, on nous a tous délogés dans nos appartements et on nous a mis dans quelques maisons là où l'on expulsait des paysans polonais, 3, 4, 5 maisons peut-être, Pasternak, l'endroit où la rivière entourait des deux côtés les chemins de fer, les rails des chemins de fer, et ça c'est devenu le ghetto de Tchakova qui s'appelle Pasternak. Et on nous a logés dans plusieurs familles dans une chambre. C'était un entassement, mais on n'est pas resté très longtemps parce qu'ils ont rassemblé là aussi bien des juifs de Tchakova qui juifs de plusieurs endroits environ. Et là, un jour, très tôt, avant l'aube, les SS ont fait irruption. Ils nous ont rassemblés tous sur un endroit. Et puisque nous étions très proches d'Auschwitz, la sélection se faisait sur place. Alors une partie des gens étaient mis d'un côté, ceux qui étaient envoyés en Allemagne dans les camps. Parmi eux était ma sœur. C'était la liquidation du ghetto Tchakova. Mon père, ma mère, ma petite sœur, nous avons réussi d'aller dans un autre ghetto, et pas loin de chez nous, qui était Khanov, ghetto Khanov. Et là, nous sommes restés encore quelques temps. Excusez-moi, vers quelle époque c'était C'était 42. 42, d'accord. Je ne me rappelle pas exactement les dates. Il y avait beaucoup de monde dans ce ghetto, dans le ghetto de... Khanov, c'était un peu plus. On était plus nombreux alors là-bas, il y avait des usines de vêtements, de différentes choses qui ont travaillé. Les Juifs travaillaient pour les Allemands, notamment mon père d'une part et moi d'autre part. Nous travaillions dans ce endroit. Moi, j'étais comme aide d'entretien de machines. Et mon père, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, mais il était dans une autre usine. Mais vous étiez ensemble le soir? Nous retrouvions dans un petit appartement. Là, le ghetto était un peu plus grand. Et en nous donnant des illusions que si on travaille pour des choses de l'intérêt allemand, nous pourrons rester vivants. Alors chacun faisait tout pour avoir un travail dans les endroits qui on disait productifs. Et on restait là encore quelques temps. Et
et les gens qui étaient déportés de là étaient allés à Auschwitz et nous, à Kchanov, on sentait parfois les odeurs des crématoires. Mais personne n'aurait pas cru que c'est possible. Et d'ailleurs, il y avait des rumeurs, alors on les a fait taire en disant des gens qui sèment la panique, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas vrai. Mais en fait, c'était vrai parce que mais l'imagination humaine ne pouvait pas concevoir qu'on prend des enfants, des femmes, des enfants, de tout, et qu'on les assassine et on les brûle aussitôt. Et là, est-ce que pendant que vous viviez dans le ghetto, vous vous rappelez des conditions de vie? Comment est-ce que vous vous ravitailliez? Vous vous rappelez de... On nous a, puisqu'on n'était pas très longtemps, on avait encore quelques réserves, mais il nous manquait tout. Mais le fait que nous travaillions, ceux qui travaillaient dans les entreprises allemandes, ils recevaient des cartes et on avait le droit d'un petit pain, un peu de farine, je ne sais pas exactement quoi, mais je sais que c'était on était déjà affamés. On manquait de tout, mais il y avait comme une certaine certains gens risquaient leur vie et puis sortaient de la campagne et essayaient de trouver quelque chose pour améliorer ce qui était des nourritures des femmes pour ne pas mourir, pour pouvoir travailler. Mais ça n'a aucun rapport à ce qui nous attendait plus tard. C'était quand même une vie intérieure et il y avait des gens où vous voulez vivre. Je crois mais c'est pas que j'ai vu, mais il y avait peut-être du théâtre, il y avait des gens qui recevaient des leçons, qui s'instruisaient. Il y avait possibilité de la littérature, il y avait, oui, et quand la liquidation des ghettos Kchanov a commencé, moi j'étais tout à fait inconscient, j'étais en train de lire un livre et je ne me suis pas rendu compte que dans la nuit, ma mère et ma petite sœur se sont sauvées. Je n'ai même pas vu, je me suis même pas séparé de ma mère. Et nous étions enfermés et on attendait parce que dans le voisinage, on entendait déjà des cris et les Allemands sont venus nous chercher. Et ils nous ont rassemblés dans une école publique. Et mon père et moi, parce que ma mère est arrivée, s'est sauvée encore, avec ma petite sœur. Et nous sélectionnait, puisqu'on là aussi on était tout proche d'Auschwitz, on nous sélectionnait. Alors à l'école en bas, dans les caves et dans les étages, dans bas étages, on amenait là-bas des femmes, des enfants et des gens qui étaient un peu moins aptes pour les travaux. Et donc moi aussi, j'étais séparé de mon père. Et j'étais sélectionné que je suis plus tard, que c'était pour l'extermination immédiate. Parce que vous aviez 14 ans, vous aviez l'air un peu chétif. J'avais 13 ans et demi. J'avais 13 ans et demi. 13 ans et demi.
Et, et là, mon instinct de survie commençait à fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Je suis monté là où on séparait des gens. Et un policier du ghetto, qui était à côté, le policier allemand, m'a aperçu et il m'a tiré, il m'a poussé en disant « Mais toi, tu as 18 ans !» Il m'a poussé et je suis allé vers l'endroit où s'est trouvé mon père, qui avait très peu de minorités, évidemment, des gens. C'est arrivé comme Spielmann qui était sauvé, séparé de ses parents en Varsovie. Exactement de la même manière par un policier du ghetto juif qui m'a sorti. Et la différence entre lui, qui lui, il est allé se cacher et est arrivé à survivre en cachette la guerre, et moi je suis passé par toute cette guerre dans 9 camps de concentration différents. Voilà. De là, nous étions amenés dans le camp des triages, comme Drancy ici, mais c'était à Sosnowiec. Nous et les restes des autres, ils étaient envoyés tout de suite à Auschwitz et exterminés immédiatement. Nous, on était programmés pour mourir lentement dans l'épuisement de notre travail. Là, j'étais avec mon père dans le premier camp qui s'appelait Fallbrick. Fallbrick ou Greg, je ne sais pas, parce que c'était deux camps où qui étaient voisins. Hein. Une fois on était là et l'autre fois on était ici. Et dans cet endroit, nous sortions tous les matins au travail. Et nous créons des fondations pour l'usine des Krupp et autres entreprises allemandes d'armement ou chimiques. Et la nourriture était très, très, très rare, très petite, très peu de pain. Et la soupe qui nous donnait, c'était des feuilles de betteraves, très peu de pommes de terre, si on trouvait très pommes de terre. Et nous commençons à nous affaiblir, et surtout mon père. Après quelques temps, il était complètement affaibli, il était hospitalisé, et on l'envoyait dans un autre camp où on nous a dit que c'est un endroit, un camp de convalescence, Erholungslager. Là, je suis après la guerre, que mon père est ici, on l'a assassiné, on le introduisant un tuyau d'eau dans la bouche, et on les faisait éclater comme ça avec l'eau. Ça, je l'ai su après la guerre. Quoique j'avais conscience qu'on l'a assassiné. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est revenu de ces camps, de nouveau dans notre camp, qui voulait me raconter. Chaque fois qu'il s'approchait de moi, je les fuyais. Je ne voulais pas entendre. C'était aussi peut-être les sentiments de survie, des instincts de survie qui me guidaient. Parce que je développais un instinct, je savais quelle herbe que je mange, quel insecte je peux manger et quel je ne touchais pas, avec une sûreté extraordinaire d'un animal. Et
je couvrais ma tête avant qu'on m'abattait. Tout ça, je suis devenu un instinct de survie. Et pour la mise en scène des Allemands chez nous, un jour, ils nous ont réveillés très très tôt le matin. C'était à Fabrik, je crois. Fabrik ou Grenade, c'était très 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 tôt du matin, avant d'aller au travail, je crois à 4h du matin, ou quelque chose, c'était nuit totale. Et nous donnaient cette soupe et nous ont poussé vers un enclos où il y avait des arbres. Et tout en buvant cette soupe, en soulevant la tête, j'ai vu des chaussures. Alors, tous les arbres étaient couverts de pendus. Alors, de nos camarades. Et là, c'était la mise en scène pour qu'ils nous donnaient, pour qu'ils nous dire ce qui vous attend si vous ne vous tenez pas tranquille. Et en plus, c'était la façon de faire régner les terreurs. Un jour, je me rappelle que je volais des pommes de terre. J'ai trouvé une possibilité de voler quelques pommes de terre. Malheureusement, j'étais attrapé. Et j'étais battu. Et bien battu. Je ne pouvais plus marcher. Mes camarades m'ont aidé d'aller vers le chantier. Parce que être malade, c'est la mort approche. Et ils m'ont installé d'une manière d'avoir un travail pas trop pénible. Je me rappelle qu'on m'a donné des clous. Des clous avec un marteau pour que je les... C'était des clous usagés pour que je les redresse. Comme ça, je pouvais passer quelques jours comme ça et j'ai pu intégrer après au travail. Mais la vie devenait difficile, le travail pénible avec les coups levés et surtout vers la fin de la journée où on était épuisé, totalement épuisé et l'estomac tout vide. C'est là que les coups étaient les plus féroces. Le camp était un camp avec des baraques. Vous rentriez le soir? Là, c'était une ancienne usine aménagée pour... C'était pas encore des baraques. C'était aménagé avec des barbelés autour, gardé par les soldats en allant au travail, gardé sur place aussi. Et sur place, sur le chantier, nous étions mis à la disposition des... ce que nous appelons les Meister allemands, ça veut dire les contremaîtres allemands qui nous surveillaient, qui nous donnaient le travail, qui nous instruisaient. C'est vrai que j'étais très jeune et avec moi il y avait un garçon qui s'appelait Hollander qui travaillait et il commençait déjà à avoir un peu de barbe. Et puis un jour, lui aussi s'affaiblit et puis il est mort. Et comme ça, chaque fois, il y avait des morts. Et alors, les nouveaux transports arrivaient qui emplissaient ceux qui sont déjà passés. Et vers la fin d'automne, là, j'ai tombé malade. Et j'étais hospitalisé pour quelques jours. J'avais probablement beaucoup de fièvre. Et en sortant de l'hôpital, je commençais de nouveau à travailler, mais il y avait un déplacement des prisonniers pour un autre chantier, dans un autre endroit. Et j'étais sélectionné pour y aller. Et c'était
Les premières camps, c'était Faubrick et Grady, c'est Faubrick, et la deuxième, c'était Markstedt. Markstedt, on arrive en Markstedt, c'était un très grand camp, c'était déjà, il y avait des baraquements, et là, j'ai attrapé une pneumonie. Et heureusement qu'un des capots principaux dans ces camps était les cousins de mon père. Et ils m'ont hospitalisé et ils m'ont permis de prolonger mon hospitalisation plus longtemps. Et c'était l'hiver. Vous savez, l'hiver, c'était pénible d'être dehors avec le froid. Et nous étions mal habillés et mal nourris. Alors une partie, j'ai pu récupérer. Et chaque fois quand j'étais déjà au bout, c'était miraculeusement, il y avait quelqu'un qui m'a donné un coup de main, il y a quelque chose qui s'est passé. À ce moment-là, vous racontiez que vous aviez eu une pneumonie, que vous avez pu aller... Déjà 40, je crois que c'était 43. Déjà vers 43, je crois. Les dates, je suis très mauvais dans les dates. À la suite de cette interview, vous verrez que... c'est bon. Difficile de... Oui, bien sûr, puis en plus vous... Donc, j'avais la pneumonie, et j'ai eu la pneumonie, et puis la chance que j'ai pu rester à l'hôpital un peu plus longtemps que je puisse guérir. C'est grâce au cousin de mon père qui était un des capots importants à Markstedt. C'est lui qui vous avait reconnu? Comment oui, ça, oui. Il m'a reconnu et puis il a fait qu'une partie de cet hiver j'ai pu rester à l'hôpital. Après, je suis réintégré dans le travail et pour un certain temps, encore dans ces camps-là, comme d'habitude, il y avait des appels, il y avait des travaux très très durs. Les gens s'affaiblissaient et mouraient. Et de nouveaux transports des gens arrivaient. Et ensuite, on liquidait ces camps-là parce qu'à côté, on construisait un énorme camp de concentration où nous étions déjà pas uniquement des juifs, mais mélangés. Il y avait là-bas beaucoup de Russes, Polonais et Allemands, Tchèques et je me rappelle comment on nous a sélectionnés encore une fois. On nous a fait nous déshabiller dans une baraque et traverser la place tout nu sur la neige. Et les médecins SS voyaient s'ils vont nous réintégrer là dans notre camp, si on est encore si on a encore quelques lambeaux de chair sur nos os et qu'on puisse encore continuer à travailler. Là, on est allé justement, on a traversé quelques kilomètres pour ce nouveau camp. À pied à chaque fois? Là, c'est à pied, oui. Là, c'est à pied. Autrement, c'est dans les wagons à bestiaux, comme d'habitude. Fermés, plombés. Les distances n'étaient pas énormes. C'est pas comme ici de Drancy jusqu'à Auschwitz, qui passait plusieurs jours. Ça passait 2 jours, 3 jours. Bon, et alors
à Fünfteichen. C'était un grand camp et on nous échangeait nos vêtements, les lambeaux qu'on avait, on nous a mis maintenant nous on appelait ça des pyjamas, c'était des habits rayés et on nous donnait, chacun de nous, on nous donnait un numéro et avec un triangle jaune et notre nom était marqué ici et ici sur les pantalons aussi. Et tous les matins, à l'appel, les chefs des blocs criaient notre numéro et nous devons répondre présent. Et aussi parce qu'ils avaient des manies de nous compter sur les places d'appel. Ça, c'était tout le temps. Et on comptait les vivants. Et on amenait aussi les gens qui sont morts dans la nuit. Ils étaient couchés à côté. Tout le monde était présent. Vivants, vifs ou morts. Et nous sortions j'ai oublié de dire que la plupart des capots ici c'était des Allemands avec les triangles verts, ça veut dire des criminels. Et c'est eux qui avaient les pouvoirs à l'intérieur du camp. Et ils avaient le pouvoir sur notre vie, sur notre mort, comme à bien vouloir ce qu'ils voulaient, avec un soutien et aide des SS qui étaient là et qui se délectaient ou dirigeaient aussi les cérémonies des tortures. Par exemple, on nous faisait baisser plier les genoux et mettre les mains en avant et faisait sautiller. Et ça, on appelait ça le sport. Et de temps en temps, ils nous faisaient sautiller comme ça. Beaucoup de prisonniers sont restés sur place. Et comme ça, il y avait plus de place dans les baraquements pour que les nouveaux transports puissent intégrer et nouvelle force de travail pour qu'ils puissent travailler jusqu'à l'épuisement. Vous voulez dire qu'il y avait des gens qui mouraient de faire cet exercice-là? Oui, c'était fait pour. Et il y avait devant la porte des sorties et d'entrée. D'ailleurs, la porte était marquée Arbeit macht frei, c'est le travail, le portail, le travail libère. Autour, on était entouré avec 2 rangées de barbelés. Une barbelée, l'intérieur était électrifié, l'autre. Et de temps en temps, il faisait ça, quand il voulait liquider, peut-être, je crois, un politique allemand, il faisait travailler entre les 2 barrières pour enlever les herbes. Et là, il tirait, ils pouvaient justifier qu'il a essayé de fuir. Pour nous, on n'avait pas besoin. Pour les autres, on n'en avait pas besoin de cette justification. Oui, devant la porte, il y avait l'orchestre. L'orchestre composait de plusieurs instruments qui jouaient et parce qu'en sortant, on rentre, on nous comptait avec cette marche. Ce sont parmi eux, c'était les musiciens, les plus grands musiciens du monde. Alors ils jouaient ici ces marches idiotes allemands et on comptait. Et les capots étaient là, nous comptaient. Les SS étaient là, que nous comptaient. Et puis des autres criaient, nous mettrons pas links, links, links und links.
avec leur voix qui avait complète, des capots qui à force de crier, ils étaient tout enroués. Ça faisait peur de l'entendre. Et puis, en sortant pour le chantier, on était entouré des SS avec des casques sur la tête, les fusils avec des baïonnettes et des chiens à côté. Et il nous est comme ça, on sortait vers l'usine des croupes. Et là, on continuait à creuser, travailler et peiner. Et des retours au chantier, on ramenait des gens où c'est affaiblissé, ils ne pouvaient plus aller, ou des autres qui sont morts sur le chantier. On les ramenait au camp, parce que on devait, cette manie de compter, et des retours aussi, l'orchestre, oui. De temps en temps, en sortant, il y avait quelques types qui essayaient de fuir. Et on les ramenait morts au camp et on nous les exposait, on nous les exposait devant, sur la place d'appel. Et s'ils observaient bien les SS et les capots, si quelqu'un, ça l'a dégoûté, parce que il approchait, il barbouillait avec les sangs, et il se délectait de les obliger d'embrasser ces morts. Et moi, pour la première fois que j'ai commencé à voir des morts, avant que je n'ai pas vu de morts. Et comment on peut, c'était impensable pour moi que les gens mouraient. Et les tortures, ça ne manquait pas. Et ils avaient cette manie idiote que sur les places publiques, sur les places d'appel, quand les SS rentraient pour nous récompter, parce que ça suffisait pas de nous compter en rentrant. Chaque bloc, de nouveau, on nous comptait. Et chaque chef de bloc devait annoncer le nombre de prisonniers qu'il a, avec les morts. Tant prisonniers, tant morts avec lui. Et là aussi, quand les SS rentraient dans le camp, devant nous, il y avait un ordre. Mitzen, up, ça veut dire enlever le chapeau. Alors c'est une façon, il faut les Mitzen, il faut les mettre comme ça, up. Alors ça devait être, tout était mis en scène d'une manière incroyable. Et aussi cette manière qui dans le bloc le matin où il fallait ranger nos couchettes. Et chaque couchette devait être impeccable, toute droite, avec les lambeaux de couverture que nous avions. C'était très difficile à faire. Et de temps en temps, en rentrant, les chefs des blocs, ta couchette était pas mal rangée. Et on recevait des coups. Et aussi au travail, quand on travaillait et qu'on n'avait plus de force de travailler, on relevait nos numéros. Et en rentrant dans les camps, on ramenait sur les places publiques, on nous battait. Et il y avait une sorte de lit de torture. C'est une sorte de construction qui nous rattrapait des gens par derrière et quelqu'un nous tenait la tête et on nous battait. Et puis 25 coups, 25 auf dem Arsch. C'est après, très souvent, c'était la fin de la vie des prisonniers. Moi aussi, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'être battu. Mais une fois, c'était formidable parce que un capot juif qui m'écriait, qui me disait crie, fils de pute, crie, et il tapait à côté.
Et ça aussi, c'est arrivé. Toute chose. Vous avez été aidé. Parfois, vous avez. Aider, vous savez, je voudrais vous dire que tout était mis en œuvre pour qu'on perde le visage humain, pour qu'on perde l'âme divine, tout avec, malheureusement, avec très grand succès, malheureusement. Quoi qu'on dise, quoi qu'on raconte, résistance, machin, ça dépend de quel camp. Dans mes camps où j'y étais, c'était affreux. Les gens sont... Mais, dans ces conditions-là, je rencontrais quelques hommes qui étaient avec leur dignité jusqu'à la fin, entre autres mon père. Mon père, je reviens vers mon père, encore en arrière. Je n'ai pas connu très bien mon père avant. Et les 3-4 mois que j'étais avec lui, j'ai compris la noblesse d'âme de mon père. J'ai compris ça, la dignité avec laquelle il m'a donné l'exemple, parce qu'il ne m'a jamais dit comment je dois me conduire. Il m'a donné l'exemple. Par exemple, cette petite morceau de pain que nous recevons, il y avait des pères et des fils qui se sont disputés. Moi, je voudrais un morceau plus grand de toi. Mon père voulait que moi, je reçoive la plus grande morceau du pain. Et du coup, moi, je voulais qu'il lui reçoive. Et c'était... Et en tout... Et en tout, il me donnait l'exemple d'humanité, il me donnait l'exemple de la façon, même des gens à côté, lui témoignaient de respect. Et c'est que je vais revenir plus loin, dans des conditions où tout était mis en œuvre, que l'homme n'existait plus. Je rencontrais quelques hommes. Et c'est pour ça, moi, je crois à l'homme. Je crois que l'homme est possible. Et c'est ma croyance. Et comme vous étiez très jeune, vous aviez 15 ans, c'est ce qui vous a permis de tenir aussi Qu'est-ce qui vous a... Et vous savez, en adolescence, c'était très difficile. Des enfants qui grandissent ont besoin de nourriture. On mourait. Je vous racontais des Hollandais qui était mon ami. Je ne savais pas son prénom. Et il est mort aussi vite que mon père. Et il mourait vite. Ou des gens qui ne tenaient plus. La jeunesse et la petite jeunesse et l'adolescence n'a pas sauvé des gens. Évidemment, j'avais la chance, j'avais cet acharnement, je croyais que je vivrais, je voulais vivre. Nous travaillons chez Krupp. Nous sortons tous les jours et au travail, et puis on rentrait le soir, et des heures sur les places sur les places d'appel. On nous comptait, on nous racontait, on racontait cette manie. Et de temps en temps, il y a un prisonnier qui s'effondrait. Et encore une autre qui s'est effondrée. Et un jour, je me suis effondré. On m'a amené à l'hôpital. Et là, les docteurs prisonniers aussi, je me rappelle, docteur Gutentag, qui était ami de mon père, m'a vu, et il m'a donné... il m'a donné une assiette de soupe.
Et il m'a renvoyé au baraquement. Il dit, pas la peine, parce que bientôt il y aura la sélection ici, ne reste pas là. Et j'ai survécu avec un acharnement. J'ai vécu, je voulais vivre. Et dans des conditions où la vie n'est pas possible, j'ai vécu, j'ai survécu. Là-dessus, les fronts russes s'approchaient. Et les camps je pourrais encore raconter plein de choses sur le camp de Fünfteichen, mais bon. Allez-y, si vous avez d'autres souvenirs. Il m'échappe maintenant. Il y avait... oui, les SS qui s'amusaient. Ils prenaient les dimanches, ça c'était les dimanches. Les dimanches, ils nous prenaient, ils disaient mettre la veste avec les boutons en arrière et on nous chargeait de la terre, mettre sur un endroit et puis sur un autre, et quand c'était fini, de cet endroit sur un autre. C'est les dimanches et on passait sous les fouets des SS et des capots. Et encore là aussi, c'était pénible parce que nous voyons que c'était pas un travail que quelqu'un avait besoin. C'était uniquement pour nous torturer. Ou bien un jour, dimanche, on prenait quelques prisonniers et on les mettait des bouteilles sur la tête et les SS s'exerçaient pour tirer. Et s'ils rataient, c'était pas grave. Oui, un jour, et puis il y avait de temps en temps qu'on prenait un prisonnier, un capot qui s'acharnait sur un prisonnier, il enfonçait la tête d'un prisonnier dans un seau d'eau et il est noyé de cette manière. Et un jour, un des jeunes prisonniers qui était avec moi dans le bloc, on lui a enfoncé, mais on ne l'a pas tué. Mais quand on a sorti sa tête, il ne pouvait plus parler. Et il a perdu la voix. Et pendant quelques temps, pendant quelques mois, mais un jour, comme d'habitude, on nous réveillait le matin et les capots rentraient là où on dormait et avec des fouets, ils commençaient à crier et taper dessus et de tous côtés, Aufstehen, 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 Aufstehen. Et il s'acharnait sur ces garçons, il commençait à les taper et lui il commençait à crier. Il a retrouvé sa voix par un autre choc. Alors, d'une part, il criait des douleurs parce qu'on le battait, et d'autre part, il plairait de joie qu'il a retrouvé sa voix. Est-ce que dans ce camp, vous avez noué des contacts particuliers? Est-ce que vous étiez la plupart du temps seul? Ou est-ce que J'étais seul. Mais j'avais un lointain cousin qui était là, qui ont cédé moralement, mais parce qu'on ne pouvait pas céder autrement. Et aussi un ami aussi. Et là-dessus, les fronts russes arrivaient et on nous a fait évacuer. Voilà. C'était l'hiver 40. Oui, c'était 45 déjà. Nous avancions, il y avait plein de neige, plein de froid, et on commençait à marcher, la marche de la mort. C'est notre marche de la mort. Vous aviez
Au camp, vous aviez su l'évolution de la situation? Vous aviez Plus eu ou des moins, échos? plus ou moins, si, on savait à peu près, oui. On savait, les, les rumeurs passaient, les morceaux des journaux qui traînaient sur les chantiers. Et on voyait les retraites et puis là, on sentait la panique chez les SS aussi. Alors ils nous ont mis sur les routes. Et là, il faisait froid, ils nous donnaient un morceau de pain chacun et on partait pour une semaine marche de la mort pour Grossrosen. On allait des Fünfteichen à Grossrosen. Et là, si quelqu'un ne suivait pas, on entendait des coups de feu et ils étaient liquidés. Moi, je me rappelle qu'il y a des Polonais qui en route, sur la route, c'était des petites routes parce que les grandes routes étaient occupées par l'armée, des routes ou en préparation des contre-offensives. Il y avait un calvaire. Il voyait qu'il ne pouvait plus marcher, il s'est couché là. Et là, en passant, on entendait des coups de feu. Et doucement, on est arrivé comme ça vers Grossrosen. Et beaucoup de nos camarades, des prisonniers sont restés sur les routes, fusillés, assassinés ou morts comme ça. Et à Grossrosen, ce sont des camps qui sont qui étaient des autres camps qui sont venus des côtés polonais, d'Auschwitz aussi. Et il n'y avait pas énormément de place. Et nous, on nous logeait sous un baraque dans une cave boueuse. Mais il n'y avait pas assez de place, alors on nous installait un sur l'autre, entre les gens des autres, comme ça pour la nuit, des capots avec des coups de fouet, on installait comme ça. Et la nuit, dans ces boues, on s'est enfoncé, la boue qui nous recouvert. Et matin, une partie s'est révélée, et on a pu sortir. Et encore. Et puis un jour, à Grossrosen, avant ça, je voudrais vous raconter que la mort, les tortures, la vermine qui nous mangeait, on était pourris, des poux qui s'est installés sous notre peau. Et ça, et je ne sais pas comment j'ai survécu ça. Oui, là, un jour, un homme, Yannick Spira, qui était de ma ville natale, me cherchait parce qu'il ne pouvait plus avaler la soupe. Alors il me cherchait pour me la donner. Et puis après, je n'ai eu aucune nouvelle de lui. Il ne pouvait plus se nourrir. Quand dans un camp, quelqu'un ne peut plus se nourrir, ou quelqu'un qui ne se lave plus, et c'est déjà la fin. Et là, un capot m'attrape et il m'attache les mains derrière avec une ficelle. Il m'amène vers la cérémonie de pendaison. Et puis on devait me pendre avec des autres, avec une douzaine et quand il m'a amené, ils ont attaché déjà des autres sur le cou, et il y avait une corde qui manquait,
la mienne. Du coup, il a coupé la ficelle, il m'a donné un coup de pied, et que je rentre sur l'appel. Et j'étais témoin des pendaisons de tous les autres. Et là où moi aussi, je devais me balancer sur cette corde, je n'y étais pas. Et chaque fois, il y avait des chances. Chaque moment, chaque endroit, chaque instant, je pouvais mourir. Et je suis encore là. Et de là, on nous a évacués vers un autre camp, c'est Flossenbürg. Cette fois-ci, dans des wagons ouverts, gardés par les SS ukrainiens, qui étaient probablement de l'armée de Vlasov qui a trahi, qui a traversé vers... qui est devenu... qui a combattu à côté des Allemands contre les Russes après. Et ils étaient là, et chaque fois qu'ils ont levé la tête, ils tiraient. Et on partait vers Flossenbürg. Et là, la neige tombait dessus. On était là sans avoir quelque chose à boire. Alors on ramassait cette neige et on le buvait. Et certaines on urinait et ils ont bu l'urine parce que c'est pénible quand on a soif quelques jours et on ne peut pas boire. C'est aussi pénible d'avoir faim. C'est une souffrance incroyable. Ça vous empêche de réfléchir, ça vous anéantit totalement. Votre cerveau ne pense qu'à manger. Et nos conversations, nous n'avons jamais conversé quoi que ce soit de notre famille. Toutes ces choses, on ne parlait pas. Par contre, on se faisait des menus. Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a? On était là avec la salive qui creusait nos estomacs, avec des yeux qui sortaient de nos orbites, et avec un rêve de manger. C'est une souffrance incroyable que quelqu'un n'a pas approuvé avec longueur d'années. C'est pas une fois, deux fois, mais longueur d'années. Souffrir la faim, c'est une souffrance intolérable, entre autres. Bon, on arrive à Flossenbürg. À Flossenbürg, évidemment, on nous enlève tous nos vêtements, toutes nos affaires, tous nos avions. On passe par la bain pour qu'on n'amène pas les maladies. On essaye on essaye d'enlever toute notre saleté et toute notre vermine qui nous mange, qui nous démange. Et on nous donne de nouveaux vêtements et nous donne une nouvelle identité, un nouveau numéro, parce qu'on dépend maintenant de notre camp. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je suis et quelques camarades juifs, parce que pas seulement des juifs, qu'est-ce qui était là maintenant. Et on nous a donné les triangles rouges des politiques. Et de là, je suis politique. Et avec un P. Politique, il y avait des politiques, il y avait OR, c'était des officiers russes, il y avait des Yougoslaves, des tous, et aussi on est dirigé par la plupart, et aussi par les Allemands, aussi criminels et aussi politiques, ce sont des capots.
Et on nous loge à côté des crématoires pour quelques temps. Et ça aussi, ça démange cette odeur cette odeur de chair brûlée. Chaque fois que, jusqu'à aujourd'hui, quand je sens quelque chose de cette odeur, et ça me tourne des entrailles. Pour revenir encore vers Grossrosen. J'étais habitué j'étais habitué à la souffrance, j'étais habitué aux vermines, j'étais habitué aux morts, j'étais habitué aux tortures. Mais une chose que je ne pouvais pas supporter, c'est la beauté. Les paysages autour, c'était des montagnes, d'une beauté inouïe. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait une beauté. Ce n'est pas possible, c'était le plus bouleversant pour moi. Je ne supportais pas, je détestais la beauté. Ce n'est pas possible qu'il y ait la beauté, que le monde est encore beau. Et la même chose à Flossenburg, c'est aussi dans la montagne, aussi d'une beauté extraordinaire. Et là, on installe des machines à torture. Et Flossenburg, c'était une montagne où, sous la montagne, sous notre camp, il y avait des caves, des tunnels qu'ils ont construits. Ils ont construit là-bas des avions Stuka. C'était les trains entraient et sortaient. Bon, maintenant à Flossenburg. Là, évidemment, il y avait des tortures, évidemment, il y avait la faim, et il y avait et puis on pondait aussi des gens sur les crochets bouchés. Et ça, je ne sais pas, cette volonté de satisfaire le sadisme pour que les gens meurent lentement avec des souffrances inouïes. Bon, là j'ai une nouvelle... je détruis. On nous installait au-dessus de... Après un certain temps, on nous installait dans un baraquement. Et la nuit, chaque fois on était plusieurs sur une couchette, et la nuit, si quelqu'un te refroidissait, on le sentait, on le jetait, parce qu'il produisait plus de chaleur. Alors la nuit, on entendait boum, les cadavres qui ont jeté de la couchette. Le matin, on les ramassait et on l'envoyait au crématoire. Et vous étiez très nombreux là, parce qu'il y avait d'autres camps qui avaient été évacués aussi vers Flossenburg. Oui, on était très nombreux, plusieurs dans les couchettes, oui. De là, on nous a encore sélectionné un groupe, et pour aller à Dresden, la ville de Dresden, un commando à Dresden. Et après, c'était déjà Dresden après le bombardement, qui était complètement détruite. Et on nous a installé un petit camp, un commando, et une partie de nous travaillait à la reconstruction des chemins de fer, et d'autres parties pour dégager les ruines. Ceux qui dégageaient les ruines, de temps en temps, ils trouvaient quelque chose à manger au centre des ruines, mais c'était très dangereux, parce que quand on découvrait quelque chose comme ça, tout de suite, et il y avait tout de suite la punition, la mort. Ah oui, je voudrais pas raconter que l'hiver, quand il faisait froid, et sur le chantier, on pouvait trouver quelques sacs de ciment. Alors, si on les mettait sous nos vêtements, et que quand on nous découvrait ça, on n'avait pas le droit de les faire. On nous battait à mort.
Et là, oui, oui, même mon ami Durocher, avec qui j'ai fait, le poète Durocher, Bruno Durocher, qui j'ai fait le livre L'Homme Blanc, écrivait son histoire. Il me racontait que lui, il était à Mauthausen, et dans un petit commando de Mauthausen, et les commandants du camp nourrissaient son chien avec le sexe de prisonniers, en attachant tous les matins un ou deux prisonniers, et son chien arrachait le sexe et se nourrissait avec. Il y avait une place pour une telle déchéance que c'est impossible. Et il faut savoir que l'être humain est très très fragile, aussi bien physiquement que mentalement. Et un jour, dans les camps, est arrivé un jeune officier, probablement très protégé de Berlin, un étudiant en philosophie. C'est ce qu'il m'a raconté aussi Bruno. Et il était ahuri. Comment peut-on traiter des êtres humains de cette manière? Comment peut-on traiter de cette manière? Et doucement, doucement, un mois après, il assassinait, il était assassin comme les autres. Ça veut dire que nous n'étions plus des hommes. Nous étions des souris il faut se débarrasser. On n'était plus considérés comme des âmes vivantes. Et puis cette sentiment de puissance qui ils étaient dieux. Et dans les camps Flossenbürg, et de là, nous sommes allés à Dresden dans un commando dépendant de Flossenbürg. À Dresden, c'est un petit camp. Et moi, j'ai travaillé sur la gare de Dresden, où on refaisait des rails, on les réintroduisait pour que les wagons puissent continuer à rouler. Et je me rappelle qu'on était aussi tellement mal nourris qu'on était affaiblis. Et je me rappelle que j'ai trouvé là-bas un pot de colle, un peu douceâtre, et je l'ai mangé. Et c'est peut-être un peu de calories, il y avait peut-être dedans. Mais comme je vous ai dit que j'avais l'instinct de conservation, je ne touchais pas des choses qui pouvaient m'empoisonner. Et probablement cette colle était faite d'une matière organique. Et là encore, on travaillait, on restait jusqu'à une nouvelle évacuation. Et là, c'est à pied, encore une marche de la mort. Et nous marchions là maintenant vers un autre camp qui s'appelait Leitmeritz, vers la direction de Tchécoslovaquie. Et en marchant, chaque fois que quelqu'un ne pouvait plus avancer, on lui mettait une corde autour du cou, on les traînait un peu et on l'étouffait, on les jetait de côté. Là, il ne tirait pas, il étouffait. C'est une grande... Et chaque fois, la nuit, on nous rassemblait dans une ferme et on nous a gardés. Et puis le matin, on recommençait. Je marchais à côté d'un homme qui était probablement un rabbin en Hongrie. Et je me rappelle qu'un SS, il entamait une pomme et il l'a jetée. Et tout le monde s'est jeté dessus pour le rattraper. Parce qu'il faut comprendre qu'un peu de nourriture, ça ne veut pas dire nourriture, ça veut dire vie.
Et moi aussi, je voulais, mais j'étais dessus. Et lui, il m'a rattrapé. Et je me débattais. Et il me giflait. Et il m'a dit, toi, tu ne toucheras pas à ça. Tu vivras sans ça. Voilà. Encore une leçon de dignité. La nuit, et on est couché un à côté de l'autre et je l'ai senti froid. Il est mort à côté de moi. Là-dessus, on est arrivé à Leitmeritz. Chaque fois qu'on pouvait, on devait aussi tirer une charrette avec les provisions des SS. Et alors, ça c'était encore un effort, faire ça c'était impossible. Avec mon cousin, on s'est soutenu pour un à côté d'autre. Alors nous ne choisissions pas parce qu'un de nous ne pouvait pas marcher. Et alors on ne tirait pas cette charrette. Arrivons à Leitmeritz. Enfin, on nous a donné du pain. On a mangé. Et puis, quelques temps après, on nous a dit, les Juifs, on leur donnera du pain. À tout un coup, je me suis découvert, je vous racontais qu'on était déjà politique, on n'était déjà pas mentionné comme Juifs. Et on est allé là-bas pour recevoir du pain. Et de là, on nous a menés à Theresienstadt, c'était déjà presque vers la fin de la guerre, parce que à Theresienstadt, ils ont construit, après qu'Auschwitz était conquis par les Russes, ils ont essayé de construire là-bas des chambres à gaz et des crématoires. Ils ont construit, mais qui n'ont jamais fonctionné. Alors les Juifs, on les a encore refoulés déjà vers la fin de la guerre, vers là-bas. Et encore en marchant vers Theresienstadt, j'étais complètement affaibli. Je suis rentré à Theresienstadt et puis j'ai perdu connaissance. On m'a pris pour un mort et on m'a jeté sur un tas de cadavres. Inconscient, j'ai raté la libération. J'ai raté la libération. Je me suis retrouvé un officier russe, soviétique, juif, qui a découvert que sur le Charrier, il y avait quelqu'un qui vivait encore. Inconsciemment, parfois j'étais un peu conscient, parfois non. Il m'a descendu des tas de cadavres. Il m'a mis à l'hôpital militaire, là où il n'avait pas le droit de le faire. Des déportés juifs n'avaient pas, ils ne pouvaient pas les mettre et quelqu'un de civil à côté des blessés russes. Et pendant un mois, il s'est acharné pour me rendre la vie. Et quand j'ai pris conscience, j'ai eu peur, je me suis sauvé de l'hôpital après un mois. Je regrette parce que je n'ai pas gardé les contacts avec l'homme qui m'a rendu la vie. Et puis, en sortant de l'hôpital, j'ai perdu, le choc m'a fait que j'étais amnésique pendant 7 ans. 7 ans, je savais plus rien. Un homme sans mémoire. Et avec un groupe des anciens déportés qui savaient mon nom. D'ailleurs, j'ai perdu une partie de mon nom. J'étais Shlomo Raphaël et je suis resté Shlomo. Et on est allé par les chemins clandestins
de tous les Juifs rescapés d'Europe. Et on est allé par un bateau clandestin vers Palestine. Et notre bateau était attrapé par la marine anglaise parce qu'eux interdisaient aux Juifs d'aller en Palestine. Et on était interné dans un camp à Athlite en Israël. Et là, j'ai entendu qu'il y a un endroit au bord de la mer Morte où la terre est salée, 17% de sel, qu'il n'a jamais rien poussé là-bas depuis la fameuse légende biblique que les Sodomes étaient détruites. Et il n'y a jamais rien poussé. Et en amenant de l'eau du Jourdain là, on lavait la terre. Et la terre commençait à devenir fertile. Et c'est aussi moi ici, j'ai commencé ma vie ici, je suis né de nouveau ici. Je suis né de nouveau dans le désert de Judée. Et cette lumière qui est si extraordinaire, formidable, mystique presque, que je les cherche constamment dans ma sculpture. Est-ce que je voudrais juste revenir un petit peu en arrière? Comment cet officier soviétique qui vous a sorti du charnier, comment est-ce que, si vous étiez inconscient, vous vous rappelez quand même de cet épisode ou est-ce qu'on vous a... vous vous rappelez de lui? Ah oui, il était beau. Et il revenait et il me nourrissait doucement. Chaque fois, il venait, il interdisait de me donner à manger. Chaque fois, il me nourrissait doucement, doucement, jusqu'à je récupère mes forces. Donc c'est aussi un exemple, c'est un de ces hommes... Moi, je crois à l'homme. Je crois à l'homme. Et vous savez, je crois à la vie et j'aime la vie. Et rien c'est formidable la vie. Et moi qui étais programmé pour ne pas exister, j'ai construit une famille. J'ai 3 enfants, j'ai des petits-enfants. Et la vie est formidable. Et je vous assure que c'est formidable. Parce que si on n'a pas la vie, on n'a même pas de malheur. Et donc vous avez décidé d'aller tout de suite en Israël à la libération. Comment ça s'est passé une fois que vous avez été remis? Avec des groupes de gens qui circulaient de toute Europe, qui fuyaient les ruines du peuple juif qui était exterminé, et voulaient une fois pour toutes pouvoir prendre leur destin dans leurs propres mains. Et j'étais parmi eux, nous avons traversé clandestinement les frontières de Tchécoslovaquie. Et ensuite, on s'est rassemblés en Allemagne dans un camp de déplacés à Landsberg, en Lech. Là, il y avait une femme qui était l'héroïne des révoltes du ghetto de Varsovie, qui s'appelait Sylvia Lubetkin, que j'ai admiré, et je me suis engagé dans ce groupe qui allait fonder un kibbutz en Palestine. Et nous traversions clandestinement les frontières allemandes vers la Hollande, et puis on restait
un certain temps en Belgique. Et là-bas stationnait la brigade juive de Palestine. Et aussi, clandestinement, ils nous ont embarqués dans un camion militaire anglais et ils nous ont fait traverser la frontière française comme prisonniers de guerre, comme prisonniers de guerre allemands, et jusqu'à La Ciotat. Et à Ciotat, il y avait un tout petit bateau qui nous attendait et qui on a embarqué dessus. Il y en avait 700 personnes. Le bateau s'appelait El Khaï. Et on est allé vers la mer, 2 semaines en route, parce que tout petit bateau. On tassait un sur l'autre avec des grandes tempêtes qui avaient l'équipage qui était l'équipage turc et commandant, c'était 2 jeunes garçons qui sont venus, qui commandaient ces bateaux. À la suite, un de ces garçons est devenu un ami à moi. C'était à quel moment, c'est à peu près l'été 45 C'était mars 46. Mars 46, d'accord. Je suis arrivé en Palestine 12 mars 46. Et 2 tempêtes sur mer. Et la marine anglaise nous a repéré d'abord un avion, et puis après un destroyer anglais qui est monté, et des soldats, des marins qui sont... Et il me restait encore une photo à côté d'un marin anglais sur ce bateau. Qui ne voulaient pas que vous accostiez, qui vous ont quand même laissé... Oui, ils nous ont débarqués et internés dans un camp. Et puis après, on s'est libérés, on nous libérait et on est allé... C'est encore avant qu'ils commençaient à expulser les clandestins à Chypre. Et quand est-ce que après la guerre, vous avez essayé de connaître le sort qui avait été réservé aux membres de votre famille, Écoutez, 7 ans, c'était un homme heureux. Ma sœur m'a retrouvé, elle est venue aussi, et je ne savais pas ni le nom des camps. Je savais que j'étais déporté, puisque tout le monde était déporté. Je ne savais ni les camps, je ne savais qu'est-ce qui m'est arrivé. Je savais vaguement des choses précédentes. Et quand c'était une époque très très formidable pour moi. Un homme sans passé. Et j'ai appris plein de choses. Les gens qui étaient dans ces kibbutz, c'était d'habitude des gens du pays, déjà des gens natifs d'Israël. Ils sont tous les bacs et moi, un analphabète presque. Et cette époque était très intensive, d'une vitesse extraordinaire. J'ai appris l'hébreu, j'ai appris les mathématiques, j'ai appris géographie, histoire. Et puis, en même temps, je me suis préparé pour une compétition nationale de natation. Et je me suis entraîné dans les jardins. Et il y avait là-bas une femme formidable, Sarah Kalfon, qui m'a initié à la poésie et à la beauté. Et je lui suis... jusqu'aujourd'hui reconnaissante. Je commençais à regarder autour et je commençais à me concilier avec la beauté et l'aspirer. Cette beauté que vous ne supportiez plus en Pologne, non, en Pologne, en Allemagne, qui m'offensait, qui était inconcevable. Et vous avez appris aussi la sculpture à ce moment-là? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore.
là-dessus, la guerre d'indépendance d'Israël, il y avait les Nations Unies ont décidé de partager la Palestine en deux, et les Arabes n'ont pas accepté ça. Il a commencé 7 pays arabes qui ont commencé la guerre contre les 600 000 juifs qui nous étions en Palestine. Et la Légion arabe de Jordanie, qui était commandée par les officiers, encadrée par les officiers anglais, qui commençait la guerre commençait de tous côtés à envahir l'endroit, et notre kibbutz s'était détruit. Et nous on s'est retiré vers le sud de la mer Morte, parce que là où j'étais, c'était au nord de la mer Morte. On s'est retiré et j'ai combattu la guerre d'indépendance à Sodome. Et je maniais un engin, et on n'avait pas ni nourriture, on n'avait ni armes. Il y avait un engin artisanal de lance-roquettes que nous avions. Et c'est moi qui un de ces engins que je maniais. Et quand on commençait à se battre, le combat contre les Jordaniens, nous avons reçu l'ordre de tirer, parce que cet engin, il fallait s'approcher de l'objectif, je sais pas, 50 mètres. Et tous les feux étaient dirigés contre moi. Moi, j'étais sûr que rien ne m'arrivera. Et quand on commençait à tirer, le premier engin a explosé lui-même. Un garçon était mort, et 2 autres sont devenus aveugles. Et dans ces combats, je tirais, je crois, une 60aine de lances, de roquettes. Et autour de moi, il y avait des gens qui mouraient, qui étaient éteints, et le feu qui était dirigé contre moi ne m'atteignait pas. C'est encore... là, j'étais sûr que je vivrais encore. Et voilà, quel miracle, je suis là devant vous, et je parle des choses. Et maintenant... une fois la guerre de Japon terminée, nous avons, avec les groupes d'anciens kibbutz, nous avons fondé une autre kibbutz au Galilée. Là, le kibbutz a formé des cadres politiques, et ils m'ont envoyé à Tel Aviv pour apprendre la philosophie, la sociologie, et pour être cadre du parti de gauche, de MAPAM. Et doucement, la vie commençait à être normale. Je commençais à avoir un peu plus confiance en moi. Dans notre kibbutz, il y avait des enfants des bonnes familles qui vivaient, qui allaient au lycée, un bon lycée de Haïfa. On envoyait des classes pour ces enfants sont la réalité du pays. Ils sont venus au kibbutz. Parmi eux, il y avait ma femme. Et quand je l'ai connue, j'étais très, 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 très marxiste. Et quand elle avait 18 ans, je lui ai offert des matérialisme historique d'Engels. Elle me taquine jusqu'aujourd'hui de ça, au lieu de lui apporter un livre de poésie. Et encore,
Elle m'a demandé, et elle était musicienne, elle peignait, elle faisait la peinture, elle parlait de ça, mais moi je lui ai dit, mais tu sais, tout art, c'est un second plan, parce que tant qu'il y a des Chinois qui meurent encore de faim, c'est pas ça qui compte. Et doucement, ma vie commençait à être normale, et la mémoire commençait à revenir par des cauchemars affreux. En même temps, je lui rendais visite à Haïfa. Elle avait un petit canif. Et j'ai pris un morceau d'écorce du sapin et je lui ai sculpté un tout petit bonhomme dans l'écorce de l'arbre. Elle l'a trouvé tellement beau que quand je suis retourné dans mon kibbutz, j'ai pris des outils de menuisier, un tronc d'arbre, un miroir, et j'ai fait mon autoportrait. Et depuis, je ne me suis plus arrêté. 2 ans et demi après, j'ai eu le premier prix de jeune sculpteur israélien. Et je me suis dit, mais c'est très bien, on me reconnaît quel sculpteur, mais la sculpture, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Alors je suis venu à Paris je suis allé aux Beaux-Arts, et on m'a raconté qu'il y a ici un professeur, Marcel Gimon, le meilleur professeur qui enseigne aux Beaux-Arts, et je suis allé le trouver, il m'a accepté dans son atelier, et voilà sculpteur. Et la nature m'a donné cette chance de l'oubli, de l'amnésie. Et quand la mémoire a commencé à revenir, et pour que je survive, c'est la sculpture qui a pris les relais. Et je suis, et pour vivre, je suis condamné à travailler. Je suis condamné à sculpter. Alors je sculpte et je vis. Et la vie, je vous assure, c'est formidable. Il n'y a pas mieux que vivre. Les gens qui n'ont pas payé cher pour vivre, qui puissent penser à un suicide ou puissent faire quelque chose qui est contre la vie. La seule chose sacrée au monde, c'est la vie. Tout le reste, c'est secondaire. Et puis la beauté, ça existe. Je fais la sculpture. La sculpture, qu'est-ce que c'est la sculpture? La sculpture, c'est un objet dans l'espace, inondé de lumière, mais habité par un esprit. Parce que si c'est même beau et l'esprit n'y demeure pas, ce n'est pas encore l'art. Et l'esprit, c'est pas l'artiste qui peut l'introduire. Et s'il veut, il est là. S'il ne veut pas, il n'est pas là. Et dans le meilleur cas, quand je sculpte, là où je crois que je ne m'exprime pas, parce qu'exprimer, je suis un homme limité. Mais je crois que je suis un serviteur, je suis conscient d'un serviteur d'une chose très grande, formidable. Et j'ai une très grande idée de l'art, peut-être à tort. Je crois que c'est peut-être la seule chose qui peut améliorer l'homme. Et je voudrais que l'homme change, je voudrais qu'il y ait la tolérance, je voudrais qu'il n'y ait pas de racisme, je voudrais qu'il n'y ait pas d'injustice. Quand je suis arrivé à Beit Arava, dans un kibbutz au nord de la mer Morte,
Je suis allé pour construire un pays. Je suis allé changer le peuple juif. Je suis allé pour me reconstruire. Et quand je regarde en arrière, je crois que... Et je voulais aussi qu'on change le monde. Et je crois, quand je regarde en arrière, qu'une grande partie de ce que nous voulions, nous avons fait. Et quand vous êtes arrivé donc à Paris pour apprendre la sculpture et vous êtes resté en France? Je suis allé rester en France. J'étais aux Beaux-Arts et tout ce que j'ai appris aux Beaux-Arts, tout ce que les profs voulaient que je faisais exactement, mais en même temps, j'ai découvert à Paris. J'étais très, très pauvre et je voulais travailler la matière. C'est comme je commençais déjà alors il y avait des zones autour de Paris où il y avait des pierres, des choses, des déchets, des débris de construction. Et je trouvais là-bas des bords de trottoir en granit. Et je commençais à travailler le granit. Et le granit, depuis, je me suis attaché à cette pierre parce qu'elle reçoit tellement bien la lumière et puis elle correspond à mon tempérament peut-être. Et peut-être, c'est une pierre la plus dure qu'on peut encore travailler. Et je me suis attaché à cette pierre peut-être parce que c'est la chose la plus stable au monde. Et comme contrepoint des fragilités de l'homme. Parce que je suis conscient de la fragilité de l'homme. Parce que l'homme, c'est un animal qui a surveillé. Il est capable de tout. Il est capable de meilleur que de pire. Et cette pierre, je me suis attaché et je lui travaille avec amour. Comme un paysan qui travaille la terre. Et elle me le rend. Et je crois que peut-être aussi, c'est ma recherche de la liberté que je cherche. Parce que c'est comme la liberté, c'est pour vous donner une image, c'est comme un prisonnier qui creuse les tunnels pour s'en sortir vers la liberté. L'homme est libre quand il creuse, ni avant ni après. L'action, c'est la liberté. Et là, dans mon atelier, ou dans la carrière où je réalise des travaux, des sculptures monumentales, je suis en train de creuser et aspirer à la liberté. Donc c'est en même temps que vos souvenirs revenaient, votre mémoire revenait, vous avez en quelque sorte, sublimé ça dans la sculpture. J'ai mis en grande partie la sculpture. Dans le dessin, souvent dans le dessin, sont des témoignages beaucoup plus évidents de mon passage dans le camp de concentration. Mais la plus grande partie de mon œuvre, c'est l'hymne de la vie. Je suis inspiré par la Bible, par la mythologie grecque, par l'amour et la liberté. C'est remarquable, je trouve, d'avoir fait le... Oui, et j'avais aussi un grand privilège déjà à Paris, j'ai eu le premier prix en Israël. À Paris, j'ai eu, après quelques temps, un prix des artistes juifs d'Europe, le premier prix Neumann. Et ensuite, j'ai eu la chance de représenter la France à la première et à troisième biennale de Paris.
Au premier biennale, c'est Malraux qui a remarqué mes sculptures. Et c'est là que j'ai commencé à voir quelques commandes d'État. Et après, je commençais à exposer dans les expositions générales, salon d'automne, salon indépendance, et puis après des jeunes sculptures, et puis à la galerie Bernheim-Gênes, la jeune sculpture Bernheim-Gênes, où Michel d'Auberville, qui aujourd'hui est le directeur de cette galerie, a créé le département de la jeune sculpture et peinture. Nous avons quitté la galerie ensemble vers sa propre galerie, et puis après le décès de ses parents, il est revenu et moi avec lui dans cette galerie, et tous les deux, là où j'expose là-bas, tous 2-3 ans, j'ai fait une exposition personnelle là-bas. J'ai eu aussi une chance, un privilège extraordinaire quand les concours internationaux pour le mémorial des Drancy étaient lancés. Je me suis présenté et puis j'ai remporté le premier prix, ça veut dire la réalisation de ces mémorials. Et j'ai toujours eu un sens de culpabilité. Comment ça se fait que tout le monde est mort, tout le monde est mort. Et moi, je suis resté en vie. Et quand le concours a débuté, je me suis dit, mais peut-être pour ça. Et je savais que je le roulerais. Il y avait plusieurs dizaines d'exposants, des concurrents du monde entier qui se présentaient, et en plusieurs degrés, et j'ai eu le premier prix, ça veut dire la réalisation de ces... Plus tard, nous avons agrandi ce monument qui est devenu mémorial national. J'ai ajouté des rails, j'ai ajouté un wagon que nous avons trouvé dans les dépôts des chemins de fer de SNCF, un wagon qui était complètement pourri parce que c'était en bois qui a transporté des Juifs à Auschwitz. Et les SNCF nous a restaurés et on a installé dans ces wagons un mini-musée documentaire qui est à la demande des écoles, qui est ouvert qui est ouvert pour instruire les enfants sur la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, les mémorials des Drancy, les repentances de l'église française qui s'est fait là-bas, c'est devenu un lieu de pèlerinage et des cérémonies. Et d'hommage. Et voilà, j'ai eu d'autre part, j'ai eu la chance aussi de pouvoir réaliser le mémorial de la Résistance à la Courneuve. Et puis, je parle uniquement des œuvres commémoratives, je ne parle pas de mon travail qui est la plus grande partie. Et j'ai eu la chance aussi il y a eu une commande pour Yad Vashem à Jérusalem. J'ai fait le monument pour le juste des nations. À Yad Vashem à Jérusalem, il est placé tout de suite à l'entrée devant l'allée des justes. Et j'ai fait aussi une autre Requiem pour les Juifs à Saint-Wendel, c'est dans le Saar, en Allemagne. Et deux autres. Et maintenant, je suis en train de terminer une sculpture en bronze pour Tremblay en France aussi, une sculpture pour commémorer la Shoah. Cette sculpture, elle a un titre « Je suis gardienne de mon frère ».
Et voilà. Et voilà. En plus de témoigner, en fait, vos œuvres sont un témoignage et un hommage. Oui, de ce que vous avez vécu. et oui, maintenant j'ai eu aussi la chance que le mémorial des mémoires de la Shoah a, à l'unanimité, ils ont accepté ma demande pour faire un livre des dessins, témoignages de la vie constitutionnelle et la Shoah, qui va être publié par l'édition d'art, d'ailleurs la meilleure en France, l'édition Somogy, ils ont demandé à un spécialiste extérieur des commissions, ce qui était le directeur du musée de l'homme, et il a son avis il a dit très favorable, et que mon travail fait partie d'un grand art. Et il a même conseillé d'après ça qu'on fasse une mallette pour l'éducation nationale, une mallette des médecins et de mes sculptures pour la commémoration parce que avec l'art on peut la mémoire peut perdurer. Par exemple, moi je crois que si aujourd'hui nous savons qu'il y avait des atrocités de la guerre en Espagne, c'est grâce aux dessins et des sculptures et des peintures et des gravures de Goya. Et probablement il y avait des autres qui ont fait, mais puisque c'était un très grand artiste, ça a pu continuer, la mémoire a pu continuer. Et d'ailleurs, quand j'ai conçu les mémorials des Drancy, je me suis dit qu'il faudrait que dans 300 ans, si quelqu'un viendra voir cet endroit, ces mémorials, qu'ils se rendent tout de suite compte qu'il y a quelque chose de terrible qui s'est passé ici. Et puis qu'ils puissent après approfondir et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois que ces monuments sont des avertissements pour parler de la déportation, ou surtout des camps de concentration. Et quelquefois, je suis venu avec où je projette les dessins et en les commentant, et avec des dessins qui sont visuels, et les enfants ou les élèves ils comprennent beaucoup mieux, ils conçoivent parce que c'est visuel. Et quand on raconte uniquement avec des paroles, les paroles ils agissent beaucoup moins, parce que peut-être on s'est servi déjà, le langage s'use, et avec les mêmes mots on exprimait des choses contraires. Et tandis que quand on montre, et quand je montre et je commente les dessins qui témoignent de cette grande horreur, et de cette grande crime et cette grande menace que l'homme peut devenir. Et peut-être avec ça, je peux contribuer aussi bien à la mémoire, et aussi à prévenir des gens qui s'engagent dans les crimes humanitaires. Mais j'imagine que vous vous êtes forcément posé la question de la représentation en images de cette horreur que vous aviez vécue.
Est-ce que il y a beaucoup de questionnements justement sur la représentation de la Shoah? Comment est-ce que vous avez résolu cette question dans vos sculptures? Dans ma sculpture, d'abord, et pour mes dessins, de temps en temps, de toute façon, ça passe. Même mon amour de l'homme passe, mon amour de la vie passe. Et même si je prends un sujet biblique, c'est toujours ces côtés qui passent. Et quand on présente une horreur, mais elle est possible, on peut le regarder parce qu'elle est beau. La beauté avec laquelle je me suis réconcilié, à travers elle, on peut regarder et on peut réfléchir. Et on regarde ces horreurs aussi. Et puis, je crois que c'est épouvantable. C'est affreux qu'on puisse montrer les horreurs dans la beauté. C'est insupportable même. Mais c'est ça. C'est ça l'art. L'art, nous les artistes, nous avons une prétention d'exprimer la vie. Et dans la vie, c'est ça aussi. De mettre en fait les deux à la fois. Oui, et puis la plupart du temps, quand des choses... Je vous ai dit que j'essaye de ne pas m'exprimer, j'essaye de servir quelque chose d'autre, j'essaye pas, mais je crois qu'un artiste, c'est un médium, qu'à travers lui, des choses s'expriment. Quand je veux introduire mon ego, j'ai raté tout. Mais quand je suis un petit serviteur d'une chose immense, et alors il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite de forme, je cataloguais 775 sculptures. Il n'y a pas une qui est comme l'autre. Et puis je crois qu'il n'y a pas de limite. Et je crois à chaque sculpture, je crois que ce sera encore, que j'arriverai encore à quelque chose. Je n'arrête pas d'aller dans mon atelier, je suis obligé d'y aller. Je ne peux pas ne pas travailler. Je crois, comme mon grand-père, que chaque matin courait à la synagogue pour accueillir le Messie. Et si un jour il ne venait pas, il pensait que peut-être le Messie viendra et il n'y aura personne pour l'accueillir. Alors le monde ne va pas être sauvé. Alors moi, je suis peut-être comme lui, je cours dans mon atelier et en pensant que voilà, c'est peut-être le moment où j'aurai la grâce, où je ferai mon chef-d'œuvre. Et si je ne viens pas, peut-être les moments où j'aurais pu faire quelque chose de formidable, justement, je n'étais pas là. J'étais ici de vous parler à vous, et pas à mon atelier de taper autour. Parce que la sculpture, c'est aussi un exercice physique. C'est ça. Je n'use jamais de machine. Je travaille à la main, au burin. Et puis doucement, j'arrive à l'atelier et je vois un tronc d'arbre ou un bloc de granit. Et je l'interroge, qu'est-ce que tu contiens, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Et puis,
et puis la pierre m'énargue. Et il se révèle doucement, doucement, jusqu'un jour, elle se dévoile un peu. Elle me permet d'y pénétrer. Et en travaillant doucement, il y a une relation d'amour qui s'est créée. Et en travaillant, je suis guidé par la pierre. Et la pierre me dit ce qu'elle veut devenir. Et il y a des moments d'exaltation extraordinaire. C'est au rythme de ma massette, il y a une sorte de tam-tam qui s'est créée, et je danse autour de la pierre. Parce que quand on fait la sculpture, quand vous faites d'un côté, il faut tout de suite avoir pensé de l'autre. Et il faut tout le temps être autour. Parce que c'est un travail global. Les détails, c'est une conséquence d'une tout. Cette inspiration, votre inspiration, vous la puisez. Non, j'attends pas des inspirations. Il n'y a pas d'inspiration, il y a travail. Je suis un ouvrier. Je vais tout le jour au travail. Et l'inspiration, c'est le travail. Et en travaillant, des choses se font de soi. Il n'y a pas à attendre d'inspiration. L'inspiration, c'est une affaire de littérature, de romantique, d'un aperçoit d'un artiste, de quelqu'un, de rêveur, d'une chose extraordinaire. C'est un ouvrier qui a un travail dur et qui n'a aucun mérite plus qu'un autre ouvrier. Sauf et peut-être qu'il a conscience, sauf quand il se rend compte qu'il est un petit serviteur de quelque chose, de quelque chose qui le dépasse. D'une transcendance quelque part. Enfin, est-ce que je sais? Est-ce que vous avez amené un livre? Est-ce qu'on peut montrer le mémorial de Drancy notamment? Oui. Tout de suite, l'ensemble est devant et puis il y a des détails. Je vous laisse montrer. Voilà, ça c'est le mémorial de Drancy. Et il est composé des 3 blocs posés sur un but. Et les 3 blocs forment une lettre chine. Lettre chine est gravée sur le mezouza, ça veut dire sur les portes juives. Et au milieu, les 2 blocs latéraux, c'est la porte de la mort. Drancy était considéré comme antichambre de la mort. Au milieu, il y a une sculpture composée de 10 personnages. Car les Juifs, pour les prières de la mort, ils ont besoin d'un gorum de 10 personnes. Et d'autre part, sans se rendre compte, il y a des lettres qui se sont gravées sur la sculpture par les formes organiques qui sont l'Amedvav. L'Amedvav, c'est un nombre de 36. La mystique juive croit qu'il y a 36 justes, que grâce à eux, le monde subsiste. Et s'il y avait 35, le monde s'écroulerait. Peut-être pendant la Deuxième Guerre mondiale, il manquait peut-être un juste. Il y a 7 marches là, qui symbolisent les 7 degrés d'élévation de l'âme. Et de l'autre côté, il y a 7 marches qui se rétrécissent, qui
7 degrés d'enfer que les déportés devaient subir avant leur mort. Il y a derrière le mémorial, il y a des rails qui symbolisent les chemins des martyrs et qui mènent vers les wagons que nous avons que j'ai introduit dans cette place derrière, un peu plus tard, aussi les rails plus tard, qui amenaient des Juifs à leur extermination à Auschwitz. Est-ce que vous voulez montrer d'autres... Voilà. Ça c'est, vous voyez, ça c'est un de mes ateliers. Si vous voyez. Et au début, il y a des dessins dont vous parliez. Est-ce que ce sont les dessins que vous montrez aux enfants? Oui, en partie, parce qu'il y a beaucoup plus. Et ce sont des très grands dessins, vous voyez. Ça c'est les dessins. Et on ne peut pas savoir parce qu'ils sont petits. Et ce sont des très grands dessins. Et dans l'impression ici, puisque c'est petit, tous ces côtés gris disparaissent. Et tous ces passages entre le noir et la lumière, on ne le voit pas, mais quand même, si quelqu'un a vu les dessins, il peut s'en souvenir. Et de l'autre côté, il y a la vie, parce que la plupart de mes œuvres sont un hymne à la vie, et puis à l'amour, à la liberté. Je crois qu'il y a encore... J'ai eu aussi la chance... Oui, mais ça c'est... Voilà, des rails, vous voyez les rails qui mènent de la sculpture, de la sculpture vers les wagons. Je vous remercie. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je n'ai rien dit. Parce que les mots que je vous ai dit, ce sont des mots, et c'est vraiment pas ça. C'est encore autre chose. C'est encore... Et je crois que les mots sont très pauvres. Plus pauvres que l'art, que la sculpture. Plus pauvres que l'art, plus pauvres que la réalité, plus pauvres, puisque nous sommes des pauvres bonhommes. Pourtant, je peux vous assurer qu'ils ont, dans votre bouche, ils ont une force d'évocation qui est quand même... Parce que vous êtes adorable. Vous me dites ça. Non, je pense aussi que d'autres gens seront touchés par votre témoignage, comme ils peuvent l'être par vos sculptures. J'espère bien. J'espère bien que la mémoire sera utile pour que le monde devienne meilleur. Pour au moins qu'il ne s'empire pas. Tout en étant conscient des méchancetés des hommes, je suis aussi conscient de le contraire. Bien sûr. L'homme a toutes les possibilités. Et je crois à l'homme parce que l'homme est possible. Et je crois à la vie. Je crois que votre œuvre en témoigne en tout cas. Je vous remercie. Mais c'est moi. Oh. Voilà, vous voyez, ici, ce sont de l'autre côté
du mémorial, que je vous ai parlé, les marches, les 7 marches qui se rétrécissent, qui symbolisent 7 degrés d'enfer que les déportés devaient subir avant leur mort. Et là, les rails qui mènent vers les wagons d'ici et qui symbolisent les chemins des martyrs. Et les wagons que nous avons trouvés qui amenaient les déportés entassés à Auschwitz vers leur mort. Là, vous voyez là-haut de la sculpture, parce que chaque personnage symbolise quelque chose. Ce personnage symbolise la mort et celle-ci la dignité. Tandis que ici, ce personnage symbolise la prière avec la boîte. La boîte à prière juive, c'est le téphilin. Et la tête renversée symbolise la mort. Et très curieusement, les personnages qui les têtes renversées, et je ne me suis pas rendu compte, mais c'est ma sœur, quand elle est venue à l'inauguration, elle a reconnu l'effigie de ma mère. Et aussi, et ici, ce sont encore des personnages qui symbolisent la souffrance et les feux dévorants, que tous les morts étaient brûlés, et aussi symbolisent les feux de souvenirs. Et encore là-bas, il y a encore. Et vous voyez, ce personnage aussi qui symbolise la mort est entouré ici avec des flammes. Là aussi, avec des flammes. Ah là c'est le mémorial de la... Non, je sais. Où est-ce que c'est? Encore avant. Oh. Je n'arrive pas. Ah oui. Voilà. Et voilà le mémorial de la résistance ici, qui est à la Courneuve. Et vous voyez les résistants qui portent sur le dos Marianne et les résistants qui rendent à Marianne et la résistance qui rend la dignité à la France, à Marianne. Ils portent Marianne comme on porte une blessée. Et puis, en bas, 2 personnages qui tiennent les glaives, des combattants, et un des personnages qui souffle la trompette de la liberté. Et en bas, à gauche, la tête renversée, c'est la mort aussi, c'est le prix de la liberté. Voilà.